Alors voici une brève vidéo en histoire qui nous permet de regarder ensemble le début de la leçon du troisième thème du programme de terminale en section SCMG. Donc il s'agit d'une histoire politique et sociale de la France depuis 1945. Et pour cette première diapositive, j'ai choisi 4 photographies qui représentent 4 moments importants de l'histoire de France, soit au niveau politique, soit au niveau social, et des fois les deux. Donc en haut à gauche, il s'agit du défilé de la libération de Paris en août 1944. Vous pouvez distinguer en arrière-plan donc l'Arc de Triomphe, ce qui signifie qu'on se trouve à ce moment-là sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Et vous pouvez repérer debout à gauche le général de Gaulle, dont l'importance politique pour l'histoire de la France pendant cette deuxième moitié du XXe siècle a été immense. En haut à droite, une image, alors pas des Champs-Élysées, mais toujours à Paris, des événements de mai 68, un épisode de grève massive des ouvriers français et de manifestations et grèves également des étudiants. Qui était une vraie contestation du pouvoir du général de Gaulle et qui a participé, je dirais aussi à la modernisation de la société française. En bas à gauche, donc un événement plus consensuel en France, c'est-à-dire qui n'a pas généré de tension, mais au contraire un sentiment d'union, c'est la victoire de l'équipe de France de football en 1998 lors de la Coupe du Monde qui avait lieu en France à ce moment-là, et donc qui symbolise, j'ai choisi surtout de le prendre parce qu'il symbolise un petit peu l'idéal d'union et de fraternité qui existe dans le système politique et social français, notamment union entre les Français de diverses origines, et je précise bien que ceci est un idéal un petit peu théorique, censé être l'objectif du système français, même si malheureusement, dans la réalité, les tensions et les inégalités restent fortes. Il n'empêche que ce moment de victoire 98 a été vu, interprété comme un moment où peut-être pendant un bref instant, cette fraternité a eu vraiment lieu. Et ça contraste pas mal avec la dernière image en bas à droite, qui se passe également sur les Champs-Élysées, mais qui évoque les tensions sociales de l'année 2018 au moment de ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes, qui constituait en une série de manifestations qui se déroulaient les samedis essentiellement et qui ont débouché sur certains actes de violence entre manifestants et policiers, symbolique donc au XXIe siècle de problèmes d'inégalité, de frustration dans le modèle français qui reste important. Mais donc l'essentiel de la vidéo porte sur le début de cette période et donc les années d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, avec un premier moment consacré à un régime politique qui n'a duré qu'une petite décennie, un peu plus d'une décennie en France, la 4e République. Donc nous sommes aujourd'hui sous la 5e République, depuis déjà 1958. Il y a eu donc un bref moment où la République a été sous sa 4e forme. Et c'est une période un petit peu mal aimée des fois de l'histoire de France, alors qu'elle possède autant d'aspects positifs que négatifs. C'est de cette manière dont je vais essayer d'en parler, en voyant d'abord les aspects positifs, dans le sens où la 4e République, donc de 44, plus exactement 46, mais disons que le retour de la République c'est 44, jusqu'à 1958 a été un moment de progrès en France, c'est-à-dire d'amélioration des conditions de vie, aussi au niveau des droits des Français. Et ce régime de progrès était vraiment fondé sur la victoire de la résistance à l'occupation allemande et au régime de Vichy, qui a été un phénomène minoritaire, mais très important pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. 2 images pour illustrer ce retour de la République. Août 1944, donc c'est le défilé de la victoire qui voit le général de Gaulle être accueilli par le pays en fait, et sur cette caricature par la Tour Eiffel,
comme le chef incontesté de cette France de la résistance, qui n'a donc pas accepté la défaite de 1940 et pas accepté non plus ni le régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain, ni l'occupation allemande. Alors rappelons donc que la France avait été occupée depuis 1940 et la défaite face aux troupes d'Hitler, et que le pays avait été coupé en deux, une zone occupée par l'armée allemande, l'autre qui ne l'était pas, même si dès 1942 toute la France a été occupée. Et donc la Troisième République, qui était le régime français jusqu'en 1940, avait été remplacée dans le contexte de la défaite par un régime dit État français, qu'on surnomme aussi le régime de Vichy, puisque c'est dans cette petite ville que la capitale du pays avait été installée. Et donc régime qui restera célèbre dans l'histoire de France pour avoir été un régime donc autoritaire et non démocratique, dirigé par le maréchal Pétain et son gouvernement, collaborateur avec l'Allemagne, y compris dans l'aspect le plus tragique qui est la chasse qui a été faite à certains civils et en particulier aux civils juifs dans le cadre du génocide organisé à l'échelle de l'Europe. Et donc régime raciste envers les citoyens les juifs non français, même certains français, mais en particulier les juifs étrangers présents sur le territoire français, qui ont donc été arrêtés et livrés aux Allemands, parmi d'autres actes de violence contre des civils. Et donc les images de rétablissement de la République et de victoire que je montrais précédemment ont eu lieu dans le contexte de l'été 1944, où, comme c'est indiqué sur cette carte, 2 débarquements, d'abord en Normandie en juin, puis en Provence en août, débarquements donc des forces alliées, américaines, britanniques, françaises, sous le commandement général de Gaulle, en tout cas pour celle-là, ont permis de démarrer une libération de la France qui durera en fait jusqu'en 1945. Et donc, l'homme fort de la résistance, c'est le général de Gaulle. Il en est le chef incontesté. Et la résistance est depuis 1943 unifiée grâce à l'œuvre d'un homme qui s'appelle Jean Moulin, qui était un fidèle du général de Gaulle depuis que le général de Gaulle s'était enfui de France en 1940, et qui, parachuté en France, a réussi à mettre autour d'une même table les différents mouvements de résistance en France qui ne collaboraient pas forcément bien entre eux, notamment parce qu'ils étaient de tendances politiques diverses. Et donc Jean Moulin, qui l'a payé d'ailleurs de sa vie puisqu'il a été arrêté et torturé à mort par les Allemands, a permis la création de ce qu'on appelle le Conseil national de la résistance, donc une institution regroupant tous les mouvements de résistance française et avec un programme politique à appliquer lorsque le territoire serait libéré. Voilà, c'est ce que vous voyez sur le poster qui est à gauche, Conseil national de la résistance, mesures à appliquer après la libération du territoire. Ce qui est très important dans ce programme du CNR, Conseil national de la résistance, c'est qu'il était largement marqué par des idées de gauche, c'est-à-dire des idées en faveur de l'égalité, en tout cas de la lutte contre les inégalités et de plus de démocratie. Ainsi, sur le plan économique et social, j'ai fait un peu un zoom sur ce programme. Il est question de retour à la nation des grands moyens de production, c'est-à-dire de nationalisation des entreprises, de prise de contrôle des grandes entreprises par l'État au nom des Français. Il est aussi question de rapports plus démocratiques au sein des entreprises, donc ça c'est donner un plus grand pouvoir aux syndicats et aux travailleurs pour défendre leurs droits. Et à propos de droits des travailleurs, donc, il était demandé qu'il y ait une vraie amélioration des conditions de travail, de la législation concernant les heures de travail, et on va voir que ces demandes-là ont été, pour beaucoup d'entre elles, satisfaites. Donc retour à Paris, été 44, il y a le débarquement le défilé de la victoire.
Et ça, c'est une image positive et qui se déroule quand même dans un contexte de forte tension en France. La libération, ça n'a pas été facile. Une période assez trouble, puisque c'est une période de violence, de règlement de compte. En fait, une espèce de situation de guerre civile entre les quelques Français qui avaient été engagés dans la résistance et les quelques Français qui avaient été engagés activement dans la collaboration. Je dis quelques parce que il faut comprendre que la plupart des Français n'ont été ni franchement résistants ni franchement collabos pendant la guerre. Mais bon, en août 1944, voilà, il y a ce moment de conflit, au moment où la situation se règle. Et l'un des épisodes tragiquement les plus célèbres, c'est dans beaucoup de villes et villages français, le fait que certaines femmes qui, pendant l'occupation allemande, avaient que ce soit vrai ou non, eu des histoires amoureuses avec des Allemands, certaines ont été molestées par la foule, parfois même sans vraiment l'intervention de forces de résistance, et en signe d'humiliation tondues. Et cette photographie d'un photographe très célèbre qui s'appelle Robert Capa met bien en avant, je dirais, toute la difficulté, la cruauté et l'ironie de ce moment. On voit une photographie qui est extrêmement bien cadrée, avec notre regard qui se dirige directement sur cette femme humiliée et tendue, avec à côté un policier dont le casque fait un petit peu miroir au crâne tendu de la femme, et on voit les regards à la fois haineux et amusés de la foule qui se moque de cette dame qui tient son bébé, alors que peut-être on peut imaginer que parmi tous ces villageois qui ici sont en position de domination, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément eu un comportement particulièrement patriotique pendant la guerre. Et donc voilà, on voit un moment d'une assez grande médiocrité et d'une grande cruauté. J'aime beaucoup cette photographie, donc je voulais la montrer. Alors, dans ce contexte, je disais difficile, il y a quand même des décisions politiques très nettes et très positives qui sont prises, comme donc le rétablissement de la République en quelque sorte, où on dit plutôt que la République n'a jamais été vraiment supprimée et qu'elle a survécu à travers la résistance. Et donc de 1944 à 1946, il y a un gouvernement qui s'appelle Gouvernement provisoire de la République française et qui se donne pour mission de rétablir le régime républicain. Il est sous la présidence du général de Gaulle, qui est au centre de cette photographie, mais les ministres de ce gouvernement provisoire proviennent vraiment de plein de partis politiques différents, dans un souci d'unité. Et la grande mesure mise en place dès 1944, c'est, comme l'avait demandé le Conseil national de la résistance, le fait d'accorder le droit de vote aux femmes. Voilà, ça arrive assez tardivement en France par rapport à un autre pays démocratique comme l'Angleterre, par exemple, où c'était 20 ans plus tôt. On peut dire à ce moment-là que le suffrage devient vraiment universel en France, donc c'est clairement une modernisation, un progrès politique. Et puis, alors sur un plan un peu plus technique, au niveau de la Constitution française, ce qui est évoqué dans ces caricatures-là, où il est question de, on voit la figure de Marianne, donc qui représente la République française, aux côtés du général de Gaulle ici, la République, assez mal en point à la fin de la Troisième République, puisque on l'avait détruite pour créer le régime de Vichy. Eh bien, il est question de la rénover, de la nettoyer, comme le suggère la caricature à droite. Et en fait, c'est avec un référendum, c'est-à-dire une question posée en français, que a été décidé à une très grande majorité que oui, il fallait faire une nouvelle république, et donc une quatrième république. Alors, des élections ont eu lieu, une assemblée nationale a été élue, et ce qui est marquant dans cette assemblée, c'est qu'elle était dominée par trois partis. On les voit là, les trois couleurs, les deux rouges et un bleu clair, qui prennent beaucoup de place dans cette assemblée-là. Alors le rouge correspond au Parti communiste, qui fait son meilleur score de toute son histoire. Le rouge plus clair au centre-gauche, au mouvement socialiste, et puis le bleu à une droite assez centriste. Et donc on a appelé ce moment un moment tripartite, où il y avait trois partis qui dominaient. Si je vous dis ça, c'est surtout pour insister sur le fait que d'une part, donc la gauche domine, donc elle est en demande de plus de démocratie, et que le général de Gaulle lui-même n'a pas vraiment de soutien à l'Assemblée nationale. Et en fait, finalement, la domination de ces partis, dont le nom s'inscrit sur la jambe ici du général sur ce dessin,
et va un petit peu à l'encontre des idées politiques de Gaulle, qui lui voulait un régime plus fort, plus autoritaire pour la France. Et donc il se retire dès 1946, et finalement la construction de la 4ème République va se faire largement sans lui, en tout cas pour définir ce qu'on allait mettre dedans. Il critiquera d'ailleurs fortement cette 4ème République et le processus qu'il a amené en place, puisqu'il soulignera que la Constitution, qui a finalement péniblement été rédigée par les députés, a été approuvée certes par 9 millions d'électeurs, mais refusée par 8 millions, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de non quand même, quand on a proposé aux Français cette Constitution, et que beaucoup d'autres Français n'ont carrément pas été votés. Donc il y a marqué, elle a été ignorée par 8 millions de Français. Alors, rapidement, ce qu'il faut retenir de la 4ème République, c'est qu'elle donnait l'essentiel des pouvoirs à l'Assemblée nationale. Donc aux députés, élus pour 5 ans, pour représenter les Français. Dans le fond, c'était eux qui avaient vraiment le pouvoir, alors que le président de la République n'en avait pas vraiment. Il était juste là pour présider et nommer le gouvernement que allait soutenir l'Assemblée nationale. Et donc le contrôle de l'Assemblée nationale sur le gouvernement était vraiment très fort. La 2e chambre, Conseil de la République, n'avait en fait pas vraiment de pouvoir. Alors c'est bien, hein, c'est plutôt très démocratique comme régime, quand il y a vraiment une assemblée qui représente le peuple et qui est forte. Ça doit être mis dans les aspects positifs. C'était un régime en théorie très démocratique. Il a d'ailleurs mis en place des choses très importantes pour la France. Alors la plus importante, c'est probablement la création de la sécurité sociale. Hein. Ça aussi, c'était une demande du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire ce système d'assurance universelle organisé par les citoyens français eux-mêmes, d'une certaine manière, pour les protéger face aux accidents de la vie. Donc la maladie, le chômage, la vieillesse. Si on est malade, eh bien les soins les plus immédiats sont gratuits. Si on est au chômage, on touche des indemnités de chômage, le temps de retrouver un emploi. Et lorsqu'on doit prendre sa retraite, eh bien on touche également une pension de retraite. Tout ceci se faisant dans un esprit de solidarité. Bon, c'est un système qui fonctionne encore après quelques réformes, mais dont les principes forts sont toujours là, et qui date donc de la 4ème République, juste après la Première Guerre mondiale. La Deuxième, Guerre mondiale. Quelque chose qui a été mis en place, mais qui depuis a été changé, c'est, juste après la guerre, la nationalisation de plein de grandes entreprises, y compris de pas mal de banques. Nationaliser, ça veut dire qu'une entreprise privée est rachetée par l'État de manière à ce que l'État en ait le contrôle. Et c'est vrai que c'était vraiment dans l'air du temps, pas seulement en France à l'époque, mais aussi en Angleterre par exemple, de voir comme ça le rôle économique et social de l'État s'agrandir. À noter que c'est aussi sous la 4ème République qu'a démarré le programme de construction européenne, notamment avec la création de la CEE, Communauté économique européenne, en 1957. Donc tout ceci est à mettre du côté des choses plutôt positives. Après, il y a quand même eu, pendant cette période de 4ème République, des difficultés très grandes et en fait insurmontables pour le régime lui-même, puisqu'il n'y a pas survécu et il n'a duré qu'une douzaine d'années. Alors ces difficultés insurmontables, elles sont assez claires. La première, c'est ce qu'on appelle l'instabilité gouvernementale. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, je vous l'ai dit, avait tous les pouvoirs. Or, comme elle était désignée par des élections, mais dont le résultat était pris en compte à la proportionnelle, c'est-à-dire que même les partis qui n'avaient pas eu énormément de voix aux élections pouvaient avoir des députés les représentant à l'Assemblée nationale, ce qui est tout à fait démocratique. Mais le résultat, c'est que, vous voyez, l'Assemblée était toujours très divisée. On voit ici les 3 assemblées qu'il y a eu pendant la période de cette 4ème République. Toujours beaucoup de divisions et donc finalement la difficulté à avoir un gouvernement qui obtienne le soutien d'une majorité de députés. Parce que ça, c'est essentiel pour pouvoir gouverner. Et donc il y a eu, pendant les 12 années de 4ème République, un très grand nombre de gouvernements, parfois qui sont restés au pouvoir pendant très peu de temps. Donc c'est une situation qu'on ne connaît plus du tout en France aujourd'hui, au contraire on est dans une grande stabilité, on a en gros, à un peu de choses près, le même gouvernement pendant 5 ans de nos jours. Voilà, cette instabilité, on voit sur la caricature le président de la République qui a vraiment du mal à former
un gouvernement, eh bien c'était considéré comme quelque chose qui affaiblissait l'efficacité de la 4ème République. La 4ème République, lorsqu'elle a été mise en place, l'empire colonial français existait encore pratiquement intégralement, hein, celui qui avait été constitué dans les siècles précédents et surtout au 19e, et qui, vous le voyez sur cette carte de l'époque, était très présent notamment en Afrique, plutôt dans le nord-ouest, et également en Asie de l'Est, dans ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine. Or, dans ces colonies, des mouvements nationalistes, donc en faveur d'une indépendance des pays en Afrique, en Asie, a émergé, notamment de manière très forte en Indochine, hein, en Asie de l'Est. C'était un mouvement dans le pays qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam, qui était mené par un leader politique qui s'appelait Ho Chi Minh. Et donc son mouvement politique et militaire, le Viet Minh, a déclaré l'indépendance du Vietnam dès 1946, et ça a immédiatement été refusé par l'État français, qui n'a pas hésité à y envoyer l'armée. Et en fait, cette guerre qu'on appelle guerre d'Indochine, et que les Vietnamiens appellent eux leur guerre d'indépendance, eh bien elle a duré pendant pratiquement 10 ans, et s'est soldée par la défaite de l'armée française en 1954. Donc une défaite humiliante pour l'armée, même si bon, elle allait dans le sens de l'histoire bien sûr, et aujourd'hui on se satisfait en général très largement du fait que le Vietnam soit devenu indépendant, mais voilà, ça a été toujours un poids dans la politique de la 4ème République. Et puis les choses n'en finissent pas là, puisque au début des années 50, ce sont les colonies d'Afrique du Nord qui commencent à avoir des mouvements en faveur de l'indépendance émerger, notamment en Algérie dès 1954, où il commence à y avoir des violences, et ça va être le début d'une guerre, hein, menée entre l'armée française et le mouvement d'indépendance en Algérie, le FLN. Donc ça sera l'objet du sujet d'étude que je vais faire juste après avec vous. Mais la raison pour laquelle je cite le début de la guerre d'Algérie, c'est parce que ce conflit, extrêmement compliqué, extrêmement dur, va entraîner la chute de la 4ème République et le retour au pouvoir du général de Gaulle dans des conditions très particulières en 1958. Et donc on peut dire que les problèmes liés aux demandes d'indépendance dans l'empire colonial français ont abouti assez directement à la chute de la 4ème République. Ce qui me permet voilà, de conclure sur cette première partie de la leçon, dans laquelle vous avez vu donc toute l'œuvre importante pour le futur de la France mis en place par la 4ème République, et également les aspects négatifs qui l'ont conduit à s'effondrer assez rapidement.